Voilà, donc on va pouvoir commencer. Merci à vous en tout cas d'être là aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude ce webinaire arrive un petit peu plus tôt dans l'année, mais Lucille vous expliquera pourquoi. Voilà, il y a eu une réorganisation de ces journées-là et que l'information vous est parvenue un peu plus tard. Mais donc on va revenir sur l'organisation des GEMA un peu après. Là, l'idée déjà pour nous, c'était de vous présenter pourquoi les petites cités de caractère s'intéressent déjà au métier d'art et à ces journées-là qu'on relaie donc, depuis 2017 maintenant, même si l'événement existe depuis plus longtemps que ça. Donc, il faut savoir que dans le réseau des petites cités de caractère, donc, on a un lien fort avec les métiers d'art. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que forcément, les métiers d'art sont pour nous essentiels à la restauration du patrimoine dans nos petites cités de caractère. Donc, on a besoin d'artisans spécialisés dans les métiers du patrimoine, notamment pour intervenir sur nos édifices. Et la deuxième chose, c'est que les savoir-faire font aussi partie de la proposition touristique qu'on peut faire, nous, dans nos communes, quand les visiteurs viennent en découverte dans nos villes, puisque avec plaisir, ils vont rentrer comment dire, dans les boutiques d'artisans d'art pour découvrir un savoir-faire ou pouvoir discuter sur le métier de l'artisan. Donc voilà, l'accueil des métiers d'art est inscrit dans notre charte de qualité, hein, comme vous le savez, pour plusieurs choses. On reviendra après, je listerai les détails après. Juste pour vous indiquer que le fait que les petites cités de caractère travaillent sur le sujet des métiers d'art, on a depuis 2017 signé une convention de partenariat avec à l'origine l'Institut national des métiers d'art qui est devenu l'année dernière l'Institut pour les savoir-faire français. Et donc depuis cette collaboration en 2017, on a fixé quelques objectifs de travail en commun et notamment celui de partager nos expertises chacun dans nos réseaux pour justement avancer sur ce sujet-là. On a aussi dans l'objectif toujours de développer l'accueil des métiers d'art dans nos communes, hein, puisque c'est inscrit dans notre charte et que c'est aussi l'idée pour nous de trouver un partenaire qui puisse intervenir auprès des élus pour les accompagner dans ce sujet-là, ce travail-là. Il y a aussi l'idée, voilà, comme je le disais à l'instant, de valoriser tous les savoir-faire présents dans nos communes sur le volet touristique et d'intégrer les savoir-faire comme une ressource voilà, pour visiter nos communes. Et puis l'idée, c'est aussi de collaborer ensemble sur différents sujets, notamment autour d'événements que sont principalement pour l'instant les Journées européennes des métiers d'art, donc qui sont très intéressantes pour notre réseau puisque c'est vraiment le premier événement national, voire européen aujourd'hui, qui ouvre la saison touristique. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi pour nous d'inscrire ça dans l'agenda de nos communes puisque souvent c'est la première grosse manifestation qui va arriver dans l'année et qui va du coup ouvrir la saison. Donc dans notre charte de qualité, donc il y a différents points qui renvoient en fait à cette notion de métier d'art. Le premier sur lequel agissent le plus souvent les communes, c'est justement celui de favoriser l'accueil d'artisans d'art dans les communes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà des artisans qui sont souvent installés parce que artisans plutôt de la restauration, donc menuisiers, charpentiers, tailleurs de pierre, etc ou dans un environnement proche dans tous les cas. Mais il y a cette idée aussi d'accueillir les artisans d'art plus largement à travers des savoir-faire différents que celui de la construction ou de l'habitat. Et donc, on a de plus en plus d'artisans qui sont installés dans nos communes et de plus en plus d'élus qui se mobilisent pour justement réouvrir, par exemple, des commerces fermés pour proposer voilà, de nouvelles boutiques d'artisans d'art. Dans la charte de qualité, principalement, il y a cette orientation-là, mais il y a aussi celle de favoriser l'organisation de manifestations, qu'elles soient à caractère commercial comme des marchés, par exemple, ou à caractère plus festif comme justement participer aux Journées européennes des métiers d'art ou à d'autres manifestations. On parle de plus en plus aujourd'hui dans le réseau, par exemple, des dimanches de caractère, qui permettent là aussi d'aller à la rencontre des artisans d'art. On encourage dans la charte de qualité voilà, les communes à participer à des événements mettant en valeur l'artisanat d'art. Et puis la dernière chose, dans notre charte de qualité est inscrit le fait de relayer justement des manifestations nationales ou européennes qui permettent déjà assez simplement finalement d'avoir un calendrier annuel de manifestations qui permet de rythmer toute l'année la petite cité de caractère.
Et donc, en l'occurrence, nous, on participe en tant que réseau national à deux manifestations portées par des réseaux nationaux, donc les Journées européennes des métiers d'art dont on va parler aujourd'hui, et les Journées du patrimoine de pays qui, elles, ont lieu au mois de juin. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Lucille maintenant pour vous présenter vraiment plus en détail ce que sont que les Journées européennes des métiers d'art et déjà ce qui se cache derrière cette notion de métier d'art, puisque voilà, tout part de là au départ. Merci Valérie. Alors, euh, donc effectivement, si on refait un topo un peu général avant d'entrer dans le vif du sujet, donc l'Institut pour les savoir-faire français, on est une association non gouvernementale reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 1889. Et malgré différents changements de nom, puisqu'on a commencé par s'appeler la Société d'encouragement au métier d'art, puis l'Institut national des métiers d'art, avant de changer l'année dernière pour l'Institut pour les savoir-faire français. On garde les mêmes missions de valorisation et de promotion des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. Par ces savoir-faire d'exception, on englobe aussi tout ce qui est savoir-faire, notamment des entreprises du patrimoine vivant et des autres voilà, savoir-faire assez proches, comme par exemple la tonnellerie, pour un exemple qui me vient en tête là tout de suite. Mais on reste vraiment sur l'écosystème des métiers d'art pour rassurer tout un chacun. On n'est pas sur la gastronomie pour autant. Voilà, on a gardé le même scope. Et notre idée, c'est vraiment d'avoir un certain nombre d'actions qui vont promouvoir ces métiers, les mettre en valeur. Et donc, pour ça, on a beaucoup d'actions différentes. Donc, les Journées européennes des métiers d'art dont on parle aujourd'hui, mais aussi un prix pour les jeunes en formation, le prix Avenir Métiers d'art, un dispositif pour la transmission des savoir-faire rares qui s'appelle le dispositif Maître d'art élève, qui est un dispositif du ministère de la Culture et qu'on gère à l'Institut. On fait des études sur le secteur. On a sorti là en décembre 2024 une grosse étude sur le poids économique des métiers d'art en France, puisqu'en fait on avait des chiffres qui étaient un peu des conglomérats de différentes données un peu vieillissantes. Et donc il y a une grosse étude qui a été refaite, dont vous trouverez d'ailleurs tous les résultats en ligne si ça vous intéresse. Je crois que j'ai mis le lien un peu plus loin dans la présentation. Mais voilà, pour se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de métiers que ce à quoi on s'attend ou ce qu'on pensait, en tout cas dans les chiffres qu'on énonçait auparavant. Voilà. Bah ça, c'est un peu du coup, oui, effectivement, ce que je viens de dire. On valorise via des événements, mais aussi on s'occupe des transmissions. Enfin, on s'occupe. On, on accompagne les transmissions de savoir-faire. On essaye de faire du conseil aussi et de fédérer le collectif. Et on garde toujours un niveau. Comment dire? Enfin, on a des relations avec les ministères, plus ou moins selon les actions et les subventions et les années. Mais voilà, on continue à les plaider au plus haut niveau de l'État pour tout le secteur. Merci Valérie. Donc, comme je le disais, on a cette nouvelle étude qui est sortie en décembre. Donc, je vous ai remis ici les chiffres actualisés. En fait, on parle de 234 000 entreprises en France qui regroupent 500 000 professionnels. Et à elles toutes cumulées, c'est un chiffre d'affaires cumulé de 68 milliards d'euros, ce qui en fait dépasse par exemple le secteur pharmaceutique. Donc, on se rend compte que les métiers d'art en France, avant, on pensait que, enfin, le chiffre qu'on avait, c'était 19 milliards pour vous donner une comparaison. Le métier d'art en France, tout le secteur représente beaucoup plus que ce qu'on pensait, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y en a des grosses, des petites, il y a tout le secteur de la restauration, du patrimoine qui en fait prend une assez grosse place. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir l'étude. Donc voilà, j'ai mis le lien ici. Là, je vous ai remis un petit schéma sur la répartition des entreprises selon leur taille. Donc à gauche, le camembert, vraiment métier d'art et savoir-faire d'exception. À droite, tout secteur confondu en France pour comparaison. Et puis on se rend bien compte que voilà, on est sur des micro-entreprises en très grande majorité, un peu de PME et un peu moins d'entreprises de grande taille. Et pour ce qui est des territoires, 8 entreprises sur 10 ont leur siège social dans les territoires et 81% des salariés exercent dans les territoires. Donc on se rend bien compte que on n'est pas du tout sur des savoir-faire basés en région parisienne, on n'est pas sur, voilà, sur des choses franciliennes en tout cas. Donc on a beaucoup de professionnels dans les territoires et beaucoup sont des micro-entreprises. Donc la liste des métiers d'art, si vous n'êtes pas encore à l'aise sur le sujet, vous avez la liste qui est en ligne, qui est vraiment définie. C'est un arrêté interministériel qui a été
arrêté en 2015 et qui recense donc 281 métiers d'art qui se définissent en fait par la transformation de matériaux pour créer une œuvre qui va être pérenne dans le temps. Et on est vraiment sur quelque chose où il y a cette notion de savoir-faire. Il faut voilà, avoir des connaissances techniques. On n'est pas sur quelque chose du côté de l'art. Et à la fois, il faut qu'il y ait une dimension artistique apportée, que ce soit une œuvre, ce qui fait qu'on n'est pas non plus dans l'artisanat pur et dur. Donc on est vraiment sur un, disons, un bon morceau artisanat d'art qui est sur un spectre entre l'art et l'artisanat, si vous voulez. Moi, j'aime bien le schématiser comme ça. Mais si vous avez le moindre doute sur tous ces métiers qui sont rangés donc en 16 domaines, vous avez la liste des métiers d'art qu'on voit ici en photo qui est téléchargeable en PDF sur le site et puis aussi consultable directement sur le site par catégorie avec les spécialités, toutes les définitions qui en fait expliquent bien quand on a un doute et donnent des exemples et même tout ce qui est formation. Si, voilà, si vous avez le moindre doute sur une pratique pardon, d'un professionnel qui serait dans une de vos cités, est-ce que c'est un artiste, est-ce que c'est un artisan, est-ce que c'est un artisan d'art? La liste est vraiment l'outil parfait pour ça. Et moi-même et mes collègues, on s'en sert assez régulièrement quand on a des doutes aussi. Sur des métiers qu'on voit moins souvent, c'est souvent très utile. Donc ça, je vous enjoins à aller la télécharger. Peut-être pour repréciser un peu plus, c'est vrai qu'on Ouais, a toujours tendance à expliquer qu'un métier d'art, finalement, donc effectivement, il y a cette liste de métiers précise avec les 281 activités, mais c'est avant tout aussi des professionnels qui transforment la matière. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, donc on transforme la matière. Il y a vraiment cette idée de créer un objet d'art, en fait, à partir de matières premières qu'on va transformer pour en faire un objet. Donc c'est pas simplement, et c'est vrai que j'utilise toujours cette référence, mais c'est différent d'avoir des perles et juste de les enfiler sur un fil pour créer un collier. C'est vraiment de complètement. créer l'objet en lui-même, voilà. Oui, complètement. Acheter des perles en Chine et en faire un bracelet, c'est très bien, mais c'était pas de l'artisanat d'art. Là où un bijoutier fantaisie va beaucoup plus effectivement créer ses propres perles ou sa parure ou à minima s'il y a par exemple une perle qui est achetée chez un autre fournisseur à côté, ben, il va y avoir un savoir-faire complexe autour du tissage ou enfin de la manière dont l'œuvre est créée. Donc voilà, on cherche toujours ce côté transformation. Et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais pour moi, le côté pérenne est important aussi de la création. Ça permet de comprendre pourquoi la parfumerie, par exemple, n'est pas dans les métiers d'art, parce que le parfum, c'est volatile, ce n'est pas pérenne, alors que le flaconnage, lui, est pérenne, et donc on peut fabriquer des flacons et faire partie de la liste des métiers d'art. Donc voilà, il y a cette notion, et c'est aussi pour ça que tous les métiers de la gastronomie ne sont pas dans la liste, de même que si on Les fabrique des fleuristes. savons. Mm, Voilà, les fleuristes, effectivement, c'est pas pérenne, alors que les fleurs séchées, oui. Enfin voilà, mm. c'est plein de petites nuances, mais c'est bien de les avoir en tête, ça aide à comprendre comment a été construite la liste, en fait. Juste Voilà. petite précision, a priori le chat ne fonctionne pas, donc si vous avez des petits messages, n'hésitez pas Hein. à passer par le question-réponse qui lui fonctionne bien, donc même si c'est pour un petit message, on passera par là. Ça marche. Alors, donc pour en venir au GEMA, donc elles ont été créées par l'Institut en 2002. Ce sont bien des journées européennes des métiers d'art. Elles étaient à l'origine seulement françaises jusqu'en 2012, où elles sont devenues européennes. À l'heure actuelle, on a une grosse vingtaine de pays qui participent tous les ans. Là, sur les dernières années, on tournait autour de 27 pays à peu près en moyenne. Donc, c'est pas toujours les mêmes selon une année. Il y en a qui participent un an sur deux, enfin, qui s'organisent selon. Chacun fait un peu selon ses envies, puisque chacun gère sa coordination, même si nous pilotons l'événement et donc nous donnons les dates, le thème, les visuels à tout le monde chaque année, y compris aux coordinateurs européens. C'est une marque déposée pour bonne information. Voilà, les Journées européennes des métiers d'art, ça ne s'utilise pas dans un autre contexte ou dans un autre cadre. De la même manière qu'on accepte le règlement quand on y participe, on utilise le visuel, la charte, etc. Et donc l'appellation est déposée. Donc on ne peut pas parler de Journée des métiers d'art à d'autres temps de l'année. Elle se déroule donc tous les ans, une semaine au début du printemps. En général, on vise le premier week-end d'avril pour viser, comme le disait Valérie tout à l'heure, cette réouverture des lieux culturels et ce retour à la vie active après la période hivernale. Donc on aime bien parler de grand printemps des métiers d'art parce qu'on est un peu dans les premiers temps forts de l'année pour le secteur. On met une région française à l'honneur depuis quelques années. Il y a des années où il y a eu un pays à l'honneur aussi. Alors cette année, comme on est un peu
sur un agenda qui est compliqué et qui a en tout cas pris du retard. On n'aura pas de pays à l'honneur, mais dans l'idée, il y a une région et un pays chaque année mis à l'honneur. La région cette année, ce sera la Normandie, et donc pas de pays exceptionnellement, comme je le disais. Donc l'objectif des GEMA de manière générale, c'est vraiment d'apporter en tout cas ce lien entre les professionnels des métiers d'art et le grand public, donc de valoriser les savoir-faire et les métiers et de faire venir le grand public dans les ateliers. Donc par rapport aux journées du patrimoine où on montre le bâti, on montre les bâtiments, là notre volonté c'est vraiment de montrer les personnes qui détiennent les savoir-faire. Qui vont restaurer les bâtiments et parfois les GEMA prennent lieu dans des très beaux bâtiments aussi qui illustre bien les savoir-faire, mais la volonté première est vraiment de valoriser les personnes elles, ont un savoir-faire précieux et qui donnent de leur temps pour ouvrir aussi pour les professionnels. Et donc l'idée, bah, c'est de faire venir le public, de parler des métiers d'art, de faire un gros temps dans la presse aussi en termes de communication. Ça fait vraiment un bel écho. En général, on a énormément de presse quotidienne régionale, notamment, c'est 75% de nos retombées presse qui sont assez conséquentes chaque année et puis évidemment qui augmentent d'année en année avec la, la réputation de l'événement. Et puis voilà, on renforce le travail européen, donc avec les coordinations européennes dont je parlais tout à l'heure, et puis avec les territoires également, notamment via notre partenariat avec les petites cités de caractère, mais également avec d'autres réseaux partenaires qui vont pas tous être des réseaux de villes comme le vôtre, mais voilà, on travaille avec beaucoup de partenaires différents qui vont chacun être experts de leur domaine, et l'idée c'est en fait de bien montrer que les métiers d'art peuvent être en lien avec beaucoup de secteurs différents. Et c'est d'ailleurs un peu la thématique de l'année. La thématique cette année, c'est trait d'union. Et l'idée derrière Trait d'Union, c'est de montrer que les métiers d'art font le lien entre les territoires, entre les professionnels et leurs territoires, mais aussi entre bah, les territoires et d'autres secteurs comme la recherche, la médecine, l'architecture, le design, l'art aussi, le tourisme, la gastronomie. Enfin voilà, il y a plein de liens qui peuvent être faits et les métiers d'art peuvent vraiment être à la croisée de beaucoup d'enjeux, que ce soit économiques, culturels, patrimoniaux, touristiques ou qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je ne sais plus. Mais voilà, on est à la croisée de beaucoup d'enjeux et on peut toujours parler des métiers d'art et ça, c'est quelque chose d'assez chouette aussi à avoir en tête. Alors, la programmation, donc oui, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Dans les GEMA, on a différents types d'événements. Donc, à l'origine, comme je l'expliquais, on est sur des portes ouvertes d'ateliers et le public vient rencontrer le professionnel. Il vient découvrir le savoir-faire, échanger, peut-être essayer un peu aussi. Mais on peut aussi donc avoir des expositions maintenant de professionnels qui se regroupent, parfois dans des lieux comme un château, une commune, un musée. On va avoir un peu plus des formats salon parfois, des formats un peu initiation, un peu petits ateliers, comme je disais, ça peut être pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ça marche en général très bien. On sait que quand il y a des participations où on propose des ateliers, ça a tendance à être plutôt plein. Et puis des établissements de formation qui participent aussi pour faire des portes ouvertes, montrer les formations au métier d'art. Et on a un format qui s'appelle les rendez-vous d'exception, qui lui est un peu particulier parce qu'on est en fait sur des lieux qui sont euh, comment dire, un peu plus privés, qui d'habitude ne sont pas ouverts ou très peu pour le public. Et donc, c'est plutôt de notre côté, on ne s'inscrit pas au rendez-vous d'exception, c'est plutôt nous qui allons chercher des lieux un peu exceptionnels dans ce côté un peu hors d'atteinte. Et donc, on leur propose d'ouvrir. Alors, c'est vraiment sur mesure parce que du coup, on essaye d'arranger chacun. Et donc là, on va être sur un créneau d'1 heure le mardi, une visite de 2 heures le jeudi après-midi. Enfin voilà, on s'arrange pour essayer de trouver des créneaux et c'est une programmation qui marche très bien parce que comme du coup c'est des lieux qui sont assez connus, ça peut être, on avait ouvert un phare par exemple, le Moulin Rouge, enfin voilà des lieux comme ça où on n'a pas du tout l'habitude de pouvoir voir les coulisses et donc c'est en général une programmation qui est un peu le fer de lance qui attire l'œil de la presse et du public et puis derrière on a tout le reste de la programmation à portée de main aussi, mais voilà c'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien. Voilà. Les visiteurs, donc comme je le disais, bah, je l'ai évoqué déjà, mais on est pour le grand public. On essaye aussi toujours de garder en tête le jeune public, puisqu'on sait que les enfants doivent être éduqués dès le plus jeune âge, à la fois au métier d'art, parce que potentiellement ça va leur faire un très gros déclic et ils vont devenir eux-mêmes professionnels, mais on ne s'attend pas à faire ce déclic chez tous les enfants. Par contre, c'est important d'éduquer dès le plus jeune âge
au beau, au bienfait, au temps long de la création, expliquer comment marchent les choses et donc pourquoi le prix de l'artisanat d'art, ça va pas être le même que le prix du fabriqué en Chine de manière industrielle, si je grossis un peu le trait. Donc voilà, on essaye toujours et puis enfin là je dis jeune public et on voit une, une petite fille sur cette photo, mais jeune public c'est jusqu'à 18 ans, même un peu après, un jeune, voilà, c'est toujours bien de faire venir à l'atelier quels que soient les âges. Donc, enfin, à l'atelier ou aux manifestations. Nous, on essaye toujours, ouais, voilà, en tout cas, de promouvoir ces activités pour les jeunes et les plus jeunes, histoire de, selon les âges, faire des niveaux de découverte un peu adaptés. Et voilà, et on donne une programmation qui se veut gratuite pour le public, afin que ce soit vraiment un gros temps de découverte accessible à tous. Sur le jeune public, on peut peut-être préciser que le thème de l'année dernière qui avait été retenu devient finalement le thème jeune public de chaque édition. Oui, c'est vrai. Le thème de l'année dernière, c'était sur le bout des doigts et l'idée, c'est de, voilà, c'était effectivement de mettre un très gros accent sur ce jeune public, mais on va garder cette appellation pour les prochaines programmations jeunesse. Et on a laissé tous les champs qui avaient été développés à cet effet d'ailleurs dans les formulaires pour bien mettre en valeur dans les inscriptions aussi ce qui est proposé pour le jeune public vraiment spécialement, quoi. Pas juste de dire oui, les enfants peuvent venir, mais plutôt de dire je fais ça spécifiquement pour les enfants de tel âge à tel âge. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc on va continuer. Donc, moi, je vais vous faire plutôt un petit zoom sur la participation des petites cités de caractère au GEMA. J'ai un double écran, hein, c'est pour ça que vous me voyez changer de sens des fois. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on participe, nous, au GEMA, enfin, le réseau participe au GEMA depuis ce partenariat avec l'Institut, donc 2017. Alors, c'est vrai que tous les ans, notre réseau grossit aussi, donc il y a une proportionnalité liée à ça qui fait qu'on a de plus en plus de communes chaque année. Mais cela dit, c'est un événement qui est de plus en plus relié dans nos communes. Même à commune constante, je pense que voilà, les communes y participent de toute façon beaucoup plus. Donc, au départ, on n'avait que 20 communes qui participaient. Et aujourd'hui, donc, si on fait le bilan de ce qui s'est fait l'année dernière, donc oui, sur les 246 communes, on avait 81 communes qui ont participé, donc ça fait quand même un tiers du réseau, ce qui est vraiment beaucoup, enfin bien. Ce qui représentait 643 événements quand même, dont un rendez-vous d'exception, on en a parlé tout à l'heure, et ce qui permet quand même de réunir, enfin en tout cas sur l'édition de l'année dernière, 480 professionnels métiers d'art engagés sur des événements GEMA dans les petites cités de caractère. Donc, il y a quand même, et dans ces 480 professionnels, il y en a une large majorité qui sont vraiment des artisans de nos communes. Certaines communes organisent des manifestations où elles invitent des artisans extérieurs, mais on va dire la majeure partie des artisans présents sur nos événements sont les artisans de nos communes, ou en tout cas à proximité. Donc ça, c'est important de le souligner. Et donc, on a une progression, voilà, chaque année du nombre de participants. Et c'est vrai que cette année, on souhaite encourager encore plus les communes à y participer parce qu'on est sur une année spéciale aussi dans le réseau, c'est qu'on fête les 50 ans de la marque Petite Cité de Caractère. Et voilà, on souhaite renforcer à travers cette année anniversaire tous les liens et les partenariats qu'on a avec notamment l'Institut aujourd'hui pour affirmer aussi tout ce travail qu'on fait sur les métiers d'art. Donc, bien évidemment, on vous encourage encore plus cette année à participer à ce bel événement parce qu'il s'inscrit, nous, pleinement aussi dans la programmation de notre calendrier 2025 dédié aux 50 ans de la marque. Voilà, donc après, des petits zooms quand même pour ceux qui n'ont jamais participé ou qui souhaitent voir ce qui s'est fait. Donc, on vous a fait un petit zoom sur chaque région, enfin sur chaque région, voilà, pour voir un petit peu un petit panel de ce qui se fait. Alors, c'est pas exhaustif, hein, sur les 80 communes qui participent, forcément, il y a d'autant plus d'événements à partager. Mais là, voilà, on vous a mis quand même le rendez-vous d'exception qui avait eu lieu dans le réseau. Donc, c'est un rendez-vous donc dans la commune de Saint-Denis d'Anjou, qui est en Pays de la Loire, donc en Mayenne. Donc là, c'est un établissement qui a participé directement. Donc l'établissement Collé qui a ouvert ses portes. Et donc là, on rejoint la notion de rendez-vous d'exception parce que c'est des visites qui se font sur rendez-vous avec des petits groupes et qui permettent vraiment d'aller à la rencontre d'une entreprise ou d'un savoir-faire, chose que l'entreprise ne fait pas habituellement en fait. Donc c'est vraiment une rencontre sur le spécifique. Voilà. Donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la restauration de meubles anciens. Et donc, les visiteurs étaient amenés à la fois à découvrir le métier et surtout le métier, je dirais, en plus de l'atelier, bien entendu.
Alors peut-être sur les rendez-vous d'exception, on en a eu d'autres à d'autres occasions. C'est vrai que ça peut être aussi tout simplement organiser une conférence, par exemple, sur un sujet spécifique à un moment donné pour un petit groupe, voilà, pour mettre le point sur un sujet en particulier. Ça peut être lié, par exemple, à la restauration d'un édifice qui a mobilisé plein d'artisans et du coup, on va venir expliquer avec ces artisans comment on a procédé à la restauration et faire peut-être une visite du chantier. Enfin, voilà, donc c'est vraiment les rendez-vous d'exception peuvent vraiment prendre différentes formes. C'est vraiment l'idée de rencontrer, enfin de mettre en corrélation le chantier ou en tout cas l'œuvre avec l'artisan qui l'a fabriqué et peut-être avec le commanditaire et de, voilà, de montrer sur un temps spécifique et de privilégier en fait une rencontre un peu exceptionnelle entre le public et ses artisans. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, un autre exemple, donc la ville de Champey avait organisé donc un parcours de visite guidée dans les rues. Donc c'est vrai que nous on est assez à l'aise dans les petites cités de caractère pour faire ce genre de proposition puisque c'est déjà la proposition qu'on fait au grand public en général de découvrir la ville à travers des déambulations. Là on peut s'emparer d'Egema pour créer aussi des visites dans la cité. Donc là à Champey en l'occurrence les visiteurs étaient invités à aller à la rencontre des artisans locaux donc et de faire des points d'arrêt en fait sur les différents ateliers. Mais ça peut être aussi, imaginons qu'il y a plusieurs chantiers de restauration dans la ville, ça peut être aussi aller à la rencontre des différents chantiers à travers une déambulation dans la cité également. En Bretagne, donc là l'exemple de Bazouges-la-Pérouse, donc les artisans d'art locaux ont proposé donc d'exposer leurs œuvres dans différents lieux de la commune, qui permet là encore au public d'avoir une déambulation pour découvrir à la fois les savoir-faire, mais à la fois la petite cité de caractère. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et donc il y avait plusieurs métiers qui étaient à l'honneur, dont des peintres, des céramistes ou des ébénistes. En Centre-Val de Loire, donc un exemple sur la commune de Épernon. Là encore, c'était une réunion de plusieurs exposants. Donc là, dans un lieu précis, donc la salle des pressoirs. Donc il y a quelques communes qui vont sur ce mode d'organisation, de mettre en valeur un lieu à travers l'invitation de plusieurs artisans d'art. Alors souvent, pas forcément sur la commune. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour participer au GEMA, on n'est pas obligé forcément d'avoir des artisans dans sa commune, mais ça peut être aussi organiser un événement autour de l'artisanat d'art en invitant des artisans extérieurs, comme avec l'exemple d'Épernon ici, sous forme de marché, par exemple, d'artisanat d'art. Mais ça peut être tout simplement, comme je disais précédemment, mettre en avant les savoir-faire à travers les chantiers de restauration dans sa commune. Donc, voilà. Donc ça, c'est important de le préciser parce qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément des artisans installés dans la commune pour participer au GEMA. Un exemple dans la région Grand Est, donc à Senones, donc là un exemple concret justement sur un chantier de restauration. Donc là c'est le chantier de l'abbaye qui était mis en avant et le chantier avait ouvert ses portes au grand public pour justement voir l'avancement du chantier. Donc une visite était proposée aux visiteurs et qui permettait là de découvrir les différents métiers qui interviennent sur ce chantier-là et qui sont nécessaires donc à la restauration de ce monument historique. Donc, par exemple, la taille de pierre, la maçonnerie, la charpente, etc. Donc, autant d'occasions aussi pour sensibiliser le jeune public. Ces visites-là se font souvent en famille. Et c'est vrai qu'il y a un côté sensibilisation à ces métiers-là qui est aussi important dans le cadre des GEMA pour le côté transmission de ces métiers-là. En Hauts-de-France, donc un autre exemple sur la commune de Le Quesnoy. Donc là, c'était une première pour la commune qui a organisé donc son premier salon des métiers d'art pour aller à la rencontre là d'une douzaine d'artisans d'art qu'ils avaient invités et qui étaient spécialisés dans la calligraphie, la bijouterie ou encore la tapisserie. Voilà, donc une occasion aussi de faire venir le public sur un autre sujet que le patrimoine en lui-même. En Normandie, donc un exemple à Mortagne-au-Perche, donc dans le département de l'Orne. Donc là, c'était au sein de la chapelle Saint-François, qui est classée donc monument historique. Et donc là, pareil, une dizaine d'artisans d'art avaient été invités pour échanger sur leur métier par le biais de conférences et de démonstrations avec des artisans d'art qui sont quand même assez connus, dont certains ont des prix d'ailleurs. Et je crois, Lucille, que c'était un coup de cœur aussi de la programmation GEMA de l'année dernière. Et puis, il y a Euh, vraiment de très beaux noms de l'artisanat d'art. C'est ça. Et là encore, la commune qui a invité des artisans extérieurs qui n'étaient pas forcément ceux de la commune. En Nouvelle-Aquitaine, donc un exemple sur la commune de la Motte-Saint-Théré, qui là encore a accueilli aussi un collectif d'artisans d'art donc dans la galerie haute de l'Orangerie.
Donc là, l'idée, c'était de découvrir, là encore, les savoir-faire, mais aussi leur création. Et ça permettait aussi au public d'aller visiter le lieu en lui-même et notamment les jardins. Alors, donc là, on a beaucoup d'exemples là, que je viens de vous donner qui sont plutôt autour de salons, métiers d'art, enfin, si on peut les appeler comme ça, en tout cas, oui, d'événements autour comment dire, Événement d'invitation, collectif. ouais, de collectifs, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans les petites cités de caractère, c'est vraiment ce côté privilégier l'ouverture des ateliers des artisans que vous avez, qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que les visiteurs aiment beaucoup ce côté déambulation pour rentrer dans un atelier, parce que ça permet aussi pour l'artisan de vraiment montrer comment il travaille dans son atelier et dans les conditions dans lesquelles il travaille, et d'avoir à disposition du coup son atelier pour expliquer son travail, mais aussi ses œuvres qui sont exposées par ailleurs. Après, effectivement, il y en a qui aiment bien aussi aller sur des salons, etc. Mais voilà, le fait d'aller en immersion dans les ateliers de nos petites cités de caractère marche aussi très, très bien. Alors, en Pays de la Loire, donc là, on est à Montmirail. Donc, Montmirail, c'est une commune qui participe au GEMA depuis de nombreuses années. Et donc, au château, il y a là encore une coordination d'événements autour d'une vingtaine d'exposants cette année qui ont été installés donc, dans les différentes salles du château. Et c'est là aussi une invitation à aller visiter la cité, puisque cette année, ils ont ouvert aussi la présence d'artisans dans la ville en elle-même. Donc, il y avait une belle programmation autour d'artisans voilà, installés dans la commune, mais aussi d'artisans invités dans les salles du château. Donc, ça faisait une double proposition pour passer une belle journée dans cette commune-là. Et à noter aussi, mais c'est pas que le cas à Montmirail, c'est que les artisans en profitent aussi souvent pour faire des démonstrations de savoir-faire, ce qui est souvent aussi très intéressant, notamment pour là toujours sensibiliser le public et notamment les jeunes. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc là c'est à Vaison-la-Romaine. Donc c'est un atelier là encore qui a ouvert ses portes pour faire des animations autour de la gravure et notamment pour le jeune public. Voilà, donc on a parfois des programmations qui sont vraiment dédiées au jeune public. C'est souvent le jeune public, enfin, on a des communes, par exemple, qui vont faire des actions jeune public dans leurs écoles pendant la semaine et qui vont privilégier plutôt le week-end pour des actions plutôt grand public. Mais c'est vrai qu'on a des communes comme Herville-Châtel, par exemple, à laquelle je pense, qui vont programmer des choses aussi dans leurs écoles et travailler sur le jeune public, vraiment dans les écoles et la petite cité de caractère. Donc, il y a des initiatives comme ça qui sont aussi intéressantes. D'ailleurs, Voilà, petit donc, aparté, je profite juste pour rebondir sur ce que tu dis. On a des supports pour le jeune public, notamment dans le cadre des GEMA. Les 2 dernières années, on a créé avec Bayard Presse des posters 4 pages spécialisés pour le jeune public, vraiment les 6-12 ans pour le coup, pour expliquer les métiers d'art. Et puis au centre, on ouvre, il y a un poster, un qui montre les métiers d'art dans la ville et l'autre, les métiers d'art dans la maison. Donc l'idée, c'est que l'enfant puisse garder le poster ensuite dans sa chambre. Mais en tout cas, ce poster, il est retrouvable en ligne sur notre site. Il peut être téléchargé et imprimé. Donc ça, c'est un support intéressant. Et on a également, alors c'est un peu en dehors des GEMA, mais on est en train de créer des dossiers pédagogiques. Donc on en a déjà 2 et on va bientôt faire le troisième pour, je crois, le niveau lycée. Mais on a déjà pour 2 niveaux collège, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des dossiers pédagogiques pour les profs, pour leur donner tout le matériel, voilà, en fonction aussi des programmes de l'éducation nationale, de comment parler des métiers d'art par séquence avec les élèves. Donc, ça, c'est des ressources disponibles en ligne sur le site de l'Institut. N'hésitez pas aussi à vous en saisir ou à le distribuer aux écoles. Enfin, c'est vraiment fait pour ça, c'est gratuit et à disposition. Voilà, petite parenthèse fermée. Et du coup, Du coup, voilà, on va passer à l'organisation concrète des GEMA, parce que je pense que tout le monde attend de savoir comment ça se passe cette année. Donc voilà, donc je vous laisse la main à Lucille oui. pour qu'elle vous explique tout. Donc cette année, du 31 mars au 6 avril, je parlais tout à l'heure de la thématique Trait d'Union qui voilà, veut vraiment valoriser la place des métiers d'art un peu au carrefour de plein de secteurs et surtout ce lien qu'il y a très souvent entre les professionnels et leur territoire, hein, qu'on sait qui est assez riche aussi, parfois pour les matériaux qui sont sourcés localement, parfois pour plein d'autres raisons que vous connaissez tout aussi bien que moi. Mais voilà, donc c'est ça l'idée du thème. Le thème qui
et surtout utilisé pour des axes de communication, mais ça peut servir aussi dans les programmations parfois, selon ce que vous voulez en faire. Il n'y a pas d'obligation. Si il n'y a aucun lien avec la thématique dans votre programmation, il n'y a pas de problème pour nous. C'est plus nous pour renouveler ce qu'on raconte à la presse et aux médias, au public tous les ans. Donc voilà. La région à l'honneur, je l'ai dit, c'est la Normandie. Et donc, comme vous le savez, on a eu un planning un peu compliqué cette année. Je crois que j'en parle peut-être directement dans la slide suivante. Euh, Merci, c'est ça. Donc, on a eu un timing compliqué cette année parce que, comme je le disais au début de cette présentation, l'Institut pour les savoir-faire français, c'est une association de droit privé, loi 1901. Alors, certes, on est reconnu d'utilité publique, mais on reste une association, donc on n'est pas une organisation gouvernementale et on est soumis aux aléas des subventions, nous aussi, comme beaucoup d'autres acteurs de la culture. Et donc malheureusement, cette année, pour la première fois, les GEMA n'ont pas de financement public et non plus de privé d'ailleurs. Donc je le dis en rigolant, mais on est dans une année très très délicate, puisque sans financement, on a vraiment tardé à pouvoir savoir si on maintenait cette édition ou pas. Et après tout le contexte compliqué qu'on a traversé au moment du Covid, notamment en 2020-2021, où ça a été 2 années annulées finalement, on s'est bien rendu compte que les GEMA, c'était un événement qui était très important pour tout le secteur, que les pros bah, vraiment enfin, étaient très tristes et désemparés qu'on ne tienne pas l'événement, parce que pour eux, c'était vraiment ce symbole fort de la mise en valeur de leur métier. Et donc on a décidé de tenir quand même cette édition, même si forcément diminuée. Par contre, n'ayant aucun budget, on a été obligé de trouver une solution. Et cette solution, c'est de demander un frais de participation aux personnes qui s'inscrivent, qui déposent une candidature. Donc on sait que c'est pas idéal, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ravies de cette situation. On est les premiers à l'Institut à ne pas l'être non plus. Je vous cache pas qu'on préférerait avoir des subventions et avoir un mécène qui nous donne largement de quoi faire les GEMA avec une très belle campagne de communication, mais faute de moyens, il a fallu prendre une décision et notre conseil d'administration n'a pas voulu annuler cette édition 2025. Donc voilà la solution en tout cas qui est trouvée pour l'instant. On a voulu par contre des tarifs qui soient le plus bas possible pour que chacun puisse quand même s'inscrire et que ça nous permette sans loin de faire le moindre bénéfice. En tout cas, ça nous permet seulement de tenir un site internet et des candidatures en ligne accessibles à tous avec la cartographie que vous connaissez. Et puis, voilà, payer deux, trois actions vraiment nécessaires à la base stricto sensu des GEMA, en tout cas. Donc, je l'ai réécrit ici. On est à 15 euros TTC pour les professionnels qui ouvrent en porte ouverte d'atelier. 60 euros pour les manifestations collectives, donc pour tout ce qui est, que ce soit exposition, salon, château, commune et autres musées, on va être sur 60 euros, et 25 euros pour les établissements de formation qui ouvrent leurs portes. Euh, pour parler quelques minutes du pratico-pratique, parce que je sais que c'est beaucoup ça qui questionne. L'idée, c'est que sur la plateforme d'inscription, qui est la même que l'année dernière, quand on s'inscrit, d'abord on remplit un profil, donc on explique qui on est. Nous, moi, en tant que personne qui inscrit cet événement, qui suis-je? Donc si je suis à la mairie, par exemple, si on organise une manifestation collective pour les artisans de la cité, eh bien, je suis porteur de projet d'une manifestation collective. Donc, j'explique que je m'appelle Lucille Bard, que mon emploi, c'est ça, à la mairie, etc., etc., en listant tout bien. Et ensuite, une fois qu'on a enregistré ce profil, on vient créer des événements et on peut en créer plusieurs d'ailleurs. Et dans l'événement, là pour le coup, on s'adresse au public qui verra l'événement sur le site, sur la cartographie des GEMA. Et donc là, on explique bah, voilà, le titre de l'événement, la description du programme, ce qui va s'y passer, le lieu, les dates, les horaires, tout ce qui fait que l'événement communique sur sa tenue finalement. Donc ça, c'est vraiment adressé au public qui le lira. Et donc à la fin de cet événement, vous allez pouvoir enregistrer comme d'ordinaire l'événement et une fois l'enregistrement fait, pour qu'il soit bien valable, vous aurez une petite phase de paiement avec un panier tout bêtement qui est conditionné du coup par le profil que vous avez choisi au départ. Donc l'idée c'est que voilà, ce soit bien cohérent entre qui vous êtes et ce que vous payez à la fin. Et si vous faites plusieurs événements, vous payez une fois par événement. Donc, alors, je ne sais pas encore techniquement, est-ce que ce sera possible de faire un seul paiement, par exemple, pour trois événements d'un coup, en cumulant les trois prix, ou est-ce qu'il faudra faire trois paiements? Ça, j'avoue, je n'ai pas encore le détail en tête parce qu'on est en train de finaliser le site avec notre prestataire.
Je pense que jusqu'à lundi, l'ouverture des candidatures, on va être euh, mobilisé tout le week-end sur cette finalisation du site, mais ça devrait être bon pour ouvrir les candidatures lundi. Et donc ce paiement, comme je l'ai écrit ici, se fera en carte bleue. En tout cas, ce sera le plus simple pour un enregistrement de l'événement qui soit immédiat, si vous voulez. Une fois que vous avez déposé l'événement, si vous le payez par carte, c'est bon, il est dans notre bac derrière pour que nous, on l'analyse et on le valide. Si pour un certain nombre de raisons, vous ne pouvez pas faire en carte bleue, et je sais que c'est le cas de beaucoup pour les collectivités, il y a l'option de passer par Chorus Pro et donc de nous adresser un mail à l'adresse contact, et ça, je l'ai écrit là, mais ce sera tout bien réécrit dans l'inscription. Donc de nous adresser un mail pour qu'on fasse devis, facturation via notamment Chorus Pro. Et ensuite, on fera, bah, même pour les cartes bleues d'ailleurs, on fera une facturation, un mail, etc. avec la facture. Donc voilà. Il y a une petite Je sais pas si question je et suis moi claire ou j'avais si j'oublie des choses. ouais, moi j'avais une petite il y a une question et j'avais une petite remarque pour les 60 euros manifestation collective, c'est-à-dire qu'une mairie qui organise par exemple comme on l'a vu tout à l'heure un rassemblement d'artisans dans un endroit, on est bien d'accord que c'est la commune donc qui paye les 60 euros, mais en revanche les artisans qu'elle invite sur cet espace-là ne payent pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, pardon. Pour ceux qui n'auraient pas encore participé, c'est vrai que quand on est, en fait, on inscrit un événement et c'est sur l'événement qu'on vient rattacher, entre guillemets, des personnes participantes. Donc, si je suis une mairie, je crée mon événement et à la fin, je viens ajouter, s'il y a 10 professionnels, 10 petites catégories en disant, Monsieur un tel qui fait tel métier, son code SIRET, c'est ça. Il y a deux, trois petites infos demandées à chaque fois. Et comme ça, on ajoute les participants sur sa fiche événement. Et effectivement, du coup, à la fin, on ne paye qu'une fois les 60 euros pour l'événement, quel que soit le nombre de pros. Si vous avez 100 professionnels inscrits, vous ne payerez qu'une fois 60 euros s'il n'y a qu'une seule manifestation. Par contre, si vous créez trois événements à divers endroits de la ville, qui chacun regroupe un certain nombre de pros ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, s'il y a trois événements distincts, là, ce sera trois paiements. Voilà. Ben, du coup, ça répond à la question qui était dans le chat, qui Ah, demandait si on a plusieurs événements, plusieurs endroits dans la commune, est-ce qu'on paie plusieurs fois 60 euros? du coup, en théorie, oui, à moins que vous fassiez un gros événement qui explique tout, enfin, selon où sont les lieux, si c'est pas très loin et que c'est pratique, si c'est un circuit notamment par exemple, une seule fiche manifestation collective, pour moi ça suffit à expliquer ce que c'est le circuit. Maintenant, si vous voulez que sur la carte il y ait plusieurs points, si c'est telle salle des fêtes, tel château, tel chantier de restauration, là effectivement ce sera plus cohérent d'avoir des points distincts. J'ai une autre question et je vais profiter Oui. que Delphine soit connectée avec nous. Il y a une question de l'Office de tourisme du Saulnois qui demande est-ce que Petite Cité de Caractère du Grand Est envisage de prendre à sa charge les frais de candidature au titre du porteur de projet? Parce que c'est vrai que dans nos réseaux régionaux, beaucoup de coordinateurs de réseau coordonnent en fait l'événement dans les Oui. communes. Donc je ne sais pas Delphine si tu peux répondre à cette question. En tout cas, techniquement, de notre côté, c'est possible s'il y a des souhaits comme ça, effectivement, qu'une tête de réseau prenne en charge pour les membres de son réseau. Il faut qu'on voit directement avec nous, mais on peut faire une facturation à la tête de réseau régional, par exemple, pour X manifestations, et ensuite, libre à vous de vous organiser. Mais après, du coup, ça va dépendre de chaque réseau. Je laisse la réponse à Delphine pour le coup. Bah, on verra ça. Enfin, après, voilà, c'est au niveau des montants. Qu'est-ce que c'est démultiplié, j'imagine? Non, les montants se démultiplient? Oui, du coup, Bon, c'est une usine à gaz pour peut-être pour pas grand-chose. J'ai pas la ben, suite. c'est selon ce que vous souhaitez. Nous, on peut, par exemple, adresser une seule facture au PCC Grand Est qui vont prendre en charge toutes les manifestations du Grand Est. Mais du coup, après, ça va plutôt être une histoire d'organisation, de savoir qui de votre réseau rentre sous ce paiement global de votre part. Vous voyez? Mais ça, on peut le faire. Enfin, on a déjà des partenaires qui nous ont dit, par exemple, bon, alors, a priori, le Centre des monuments nationaux va prendre en charge le coût de toutes les inscriptions des monuments historiques de France. Mais par Oui, mais contre, c'est sans sûr que ça demandait une refacturer. certaine organisation de Oui. savoir quel monument historique s'inscrit quand et du coup que nous, on aille bien voir pour que ça fonctionne techniquement, mais c'est faisable en tout cas.
Si vous souhaitez le faire, ça c'est plutôt libre à vous, on peut s'en reparler par ailleurs, mais Bah, il faudra que les élus, non, ce sera possible. ouais, ils décident si c'est possible ou pas, et si c'est souhaitable ou pas, s'il y a refacturation ou pas. Mais ouais, à ce stade, c'est pas à moi de prendre la décision. Ça marche. Bon. Merci. Valérie, t'as le micro coupé, je vois que tu parles, mais on ne Oui, t'entend pas. excusez-moi. Il y a une autre question qui est arrivée. Considérez-vous que regrouper les artisans d'art dans un endroit, une coopérative par exemple, et organiser deux visites guidées d'un point A vers le lieu des artisans d'art est un seul événement ou deux? C'est-à-dire qu'il y a un collectif à un endroit et en parallèle, on fait deux visites guidées qui se termineraient vers l'endroit en question. Qui C'est un reviendrait à la fin, c'est Oui, ça? en fait, il faut imaginer par exemple, hein, enfin je le comprends comme ça, un petit salon d'artisanat d'art à un endroit, Oui, et oui. la ville, en parallèle de cette organisation, organiserait deux visites guidées de la ville, par exemple, sur le sujet des métiers d'art, j'imagine, qui permettraient en fait de partir d'un point A, et la finalité de la visite, ce serait d'aller sur ce lieu d'événement collectif. Pour moi, ça peut marcher sur une seule fiche, dans la mesure où effectivement tout revient à cet endroit à la fin. Ça peut être, de toute façon, même les autres années, on avait des manifestations comme ça qui ont une programmation en différents temps. Par exemple, si c'est un salon sur 3 jours, dans la description, en fait, on met autant de caractères qu'on veut. Je crois qu'on demande un minimum de 500 caractères pour bien expliquer, mais après, libre à vous de dire programmation vendredi à 9h, telle visite, vendredi 10h, démonstration de monsieur machin, visite guidée à 14h l'après-midi avec les élus. Enfin, vous voyez, vous pouvez tout à fait détailler dans la description. Donc, si pour moi, vous ajoutez quelque part visite de la ville qui démarre à 10h, rendez-vous à l'office de tourisme et nous finirons en arrivant sur le salon, oui. Enfin, c'est juste une histoire d'être très clair sur la fiche pour que le public qui tombe dessus sur la cartographie comprenne bien où est-ce qu'il vous retrouve, à quelle heure, et qu'en termes d'adresse, ce soit clair. Parce que c'est vrai que des fois, c'est plutôt une histoire de compréhension pour le grand public, quoi. Alors, a priori, j'ai plus de questions pour l'instant, donc on peut Ça marche. continuer. Alors là, c'était plus nous qui expliquions un petit peu comment on pouvait participer en tant que commune à l'événement. Lucille, tu compléteras. Donc en fait, il y a deux possibilités pour dans le cadre des GEMA. C'est la première, c'est la commune porte l'organisation. Donc on en a vu déjà quelques exemples, hein. Et donc c'est la commune qui s'inscrit en tant qu'organisateur sur le site de l'événement et qui du coup va en profiter pour fédérer à la fois les artisans d'art qu'il y a sur son territoire, mais aussi les différents acteurs, etc. Et qui regroupe du coup tout ça sous une programmation qui va solliciter aussi peut-être des artisans de l'extérieur. Enfin voilà, donc c'est soit on porte l'organisation et on s'inscrit en tant que porteur de projet en tant que commune, soit on relaie la manifestation, c'est-à-dire que nous, en tant que commune, on n'a pas envie d'organiser, mais par contre, on veut encourager les acteurs de notre commune à y participer et du coup, on relaie et on donne connaissance, par exemple, aux artisans d'art de ma commune de l'événement pour qu'ils y participent, enfin, eux à titre personnel, enfin, privé. Et du coup, je communique en tant que commune sur les événements portés par les acteurs de ma commune, mais sans être porteur d'organisation. Alors c'est vrai que là, on voit qu'avec le côté payant de la manifestation, on aurait presque plus tendance à aller sur le côté porteur de projet pour fédérer les artisans et les encourager à participer. Mais imaginons par exemple une commune qui porte l'organisation. J'en connais une par exemple sur le territoire où je suis, où en fait la commune organise l'événement en ouvrant les ateliers de ses artisans d'art. Donc chaque artisan d'art ouvre son atelier, mais c'est la commune qui porte l'événement, notamment à travers la communication qu'elle fait dessus, mais aussi parce qu'ils vont vraiment créer un document avec une carte pour que les gens puissent déambuler facilement, etc. Et ils en profitent pour créer un autre espace collectif avec des artisans qu'ils invitent à l'extérieur. Donc ça, est-ce que le fait de coordonner vraiment tout ça dans un global, puisque finalement c'est la commune entière qui devient le collectif entre ceux qu'on invite et ceux qui sont dans la commune, est-ce que ça c'est considéré comme un seul événement ou est-ce qu'il faut d'office que chaque artisan qui ouvre son atelier puisse s'inscrire aussi en parallèle? Parce que ça, c'est un vrai sujet parce qu'on a quand même beaucoup de communes qui font cette organisation-là de coordonner l'événement, mais en incitant les artisans à ouvrir leurs ateliers et en faisant en parallèle en fait des liens entre tout ça à travers d'autres événements qui viennent se greffer. Mais du coup, le porteur de projet en lui-même, c'est la commune et les artisans y participent en ouvrant leurs ateliers.
Dans ces cas-là précis, c'est plutôt la commune qui inscrit chaque adresse des Oui, professionnels. c'est ça, oui. Et c'est vraiment la commune qui inscrit tout le monde en disant, voilà, un tel a son D'accord. atelier là, enfin voilà. Et c'est le cas, je crois, enfin, j'ai deux communes en tête, Fresnay notamment et Tréguier, parce que je sais qu'ils Ouais. fonctionnent comme ça. Enfin, Mais c'est ça vrai devrait que être c'est les un seuls. peu un... En fait, c'est un peu quelque chose de d'hybride parce que en théorie, le site n'est pas fait pour que ce soit la commune qui inscrive une porte ouverte d'atelier. Parce que quand on crée son profil, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on explique qui on est. Donc si je suis la commune, je vais directement passer en manifestation collective. Euh, et on peut pas changer le profil. Enfin, si je change le profil, ça va changer le profil de tous les événements que j'ai créés. Donc en fait, soit il faut faire vraiment deux comptes distincts, mais du coup, enfin, c'est un peu le beans. Enfin, c'est vrai que c'est pas tout à fait pensé comme ça. J'entends complètement qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est ce qui se passe, hein. Et bon, dans l'absolu, nous, on va pas faire Parce la que, police sur ouais, ce parce genre que d'événement. Mais du coup, c'est vrai ouais. que là, cette année, ça pose un peu plus question. Oui, parce que Mais enfin, la commune en question qui m'a appelé m'a vraiment dit ça. Elle dit si nous, on paye 60 euros pour l'ensemble de l'événement qu'on porte, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il faut qu'on paye nous 60 euros parce qu'on coordonne plus, on demande à tous nos artisans, s'il y en a quand même plus d'une dizaine, de payer 15 euros. ouais. Enfin là, c'est sûr, l'événement, ils vont pas y Oui, arriver, oui, quoi. oui. Mm. Oui, oui, je comprends. Bah, dans ces cas-là, il faudra peut-être fonctionner différemment cette année. Soit il y a des professionnels qui entendent et qui comprennent et qui veulent inscrire leur événement et qui payent les 15 euros, soit si c'est plutôt négatif, ce que je peux comprendre, et j'ai l'impression qu'en général, c'est plutôt du côté des professionnels que ça coince. Euh, Dans ce cas-là, on peut plutôt changer ce mode de fonctionnement et créer plutôt une fiche qui soit une seule pour tout le circuit, en listant bien les adresses et en expliquant que voilà, c'est un parcours dans la ville, etc. Mais je pense qu'il faut fonctionner un peu différemment, ou alors si s'ils tiennent à refaire le même fonctionnement, il faudra du coup payer à chaque événement différent. Il y a une autre question qui est arrivée. Mhm. Avez-vous un projet d'affiche? Ce sera moins abstrait que l'année dernière. Alors non, pas de bol. Comme on a peu, voire pas de financement cette année, comme je l'ai expliqué, donc on est reparti avec la même identité graphique dont on a seulement changé les couleurs pour permettre de faire une déclinaison à moindre coût. Donc ce sera abstrait tout pareil, juste avec des couleurs différentes. Mais oui, oui, on aura toujours le kit de communication des GEMA qui est bien transmis dans le mail de validation que vous recevez quand nous, on va valider votre candidature. On ne le mettra pas en ligne sur le site cette année parce que c'est vrai que vu les conditions, on ne veut pas non plus donner le kit de com à des personnes qui ne souhaiteraient pas s'inscrire et payer la participation. En revanche, si vous avez des gros sujets en tant que porteur de projet, si vous avez des gros sujets communication parce que vous avez besoin du BAT pour l'affichage plus tôt que ce que la fiche est déposée, vous pouvez nous écrire et on vous l'envoie par mail. On peut s'arranger comme ça pour certains, pour les questions de délai. Mais voilà, sinon, en tout cas, c'est fourni dans le mail de validation, comme ça a été quasiment toujours fait, sauf je crois l'année dernière où finalement on l'avait mis en ligne sur le site. Mais voilà, le kit de com sinon sera relativement similaire. Et c'est vrai que l'abstraction fait toujours un peu débat, mais c'est assez compliqué, mine de rien, d'illustrer un événement d'ampleur européenne qui comprend 281 métiers en France, mais dans d'autres pays d'Europe en plus, il peut y avoir des savoir-faire qui n'existent pas tellement en France. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on utilise pour représenter le choix de l'abstrait est parfois une bonne solution finalement pour faire quelque chose de plus poétique et qui ne montre pas un geste ou un outil qui soit très spécifique à un ou deux métiers et qui ne représente pas les autres. Donc voilà, c'est petit Oui, il y a une aparté sur question. l'abstraction. Ouais, il y a une question enfin, complémentaire à l'affiche. Est-ce que du Oui. coup, un organisateur peut créer une affiche en intégrant le logo des GEMA? Alors, non. Le règlement stipule bien que toute personne qui candidate, qui s'inscrit au GEMA, accepte d'utiliser la charte graphique de l'événement parce que l'idée, c'est d'avoir une identité graphique qui soit cohérente sur tout le territoire. Vous voyez bien que si on a tous des affiches différentes, on ne comprend pas tellement que les GEMA sont un événement en tant que tel et on a plus l'impression que c'est telle ville qui fait un événement et que voilà, c'est tout, on s'arrête là. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir une identité cohérente. Après, j'entends qu'il y a parfois des événements qui existent un peu au-delà et en dehors des GEMA et qui ont donc également une charte graphique et un visuel propre. Dans ces cas-là, ce que je vous demande à minima, c'est de peut-être mettre les deux visuels l'un à côté de l'autre pour qu'on comprenne que bon bah peut-être
je sais pas, telle exposition qui est annuelle pour vous et qui peut-être parfois se tient en dehors des GEMA, mais que cette année, ça prend place dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art et donc on met le visuel à côté parce que ça permet aussi pour le public d'identifier que ce visuel que je vois ici en rentrant dans cette salle où il y a une exposition, si je le vois 3 villes plus loin pour une porte ouverte d'atelier, je me dis, ah tiens, c'est un événement au même titre que les Journées du patrimoine ont leur visuel qui est réparti partout en France. Voilà, il y a un lien qui crée une unité et ça pour nous c'est important et c'est comme d'ailleurs la question des dates et du thème. Enfin, c'est vraiment une histoire de lier tout le monde ensemble parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir ce chapeau qui fédère tout le monde ensemble, ce chapeau des GEMA européennes. Alors, un exemple concret, du coup, pour savoir comment s'inscrire. Donc, la commune de Tréguier réagit à ce que je disais tout à l'heure. Donc, la collectivité invite des artisans d'art de l'extérieur à exposer dans 2 lieux dans la commune, donc la salle d'honneur et le D'accord? cloître. Et ensuite, elle accompagne les visiteurs dans des visites guidées pour aller à la rencontre des artisans d'art de la ville. Donc là, ça veut dire quoi? Super. Ça veut dire qu'elle s'inscrit sur un seul événement qui recense ces 2 éléments-là, où il faut vraiment distinguer les visites des artisans de la ville et les artisans d'art invités dans les 2 lieux de la cité. Pour moi, s'il y a 2 événements dans 2 lieux, je dirais de faire 2 fiches parce qu'il me semble que pour que ce soit très clair, qu'il y a 2 endroits géographiques où il y a des professionnels, il faut 2 points sur la carte, sinon on va avoir tout le monde qui se rend que d'un côté et ce serait dommage pour les autres. Maintenant, pour ce qui est des circuits, si le point de départ c'est un des lieux, je pense que ça peut prendre place dans la description de l'événement, de dire à telle heure, tel jour, on fera une visite pour faire un tour des ateliers et revenir à tel endroit. Ça, je pense que ça peut être assez cohérent. Par contre, s'il y a vraiment 2 lieux distincts, à mon sens, il faut faire 2 fiches pour être sûr qu'on est très clair et qu'en termes de communication, il n'y ait pas un événement qui pâtisse de la présence de l'autre finalement. C'est ça, c'est Après, qu'en fait, pour bien comprendre, la logique d'inscrire plusieurs choses différentes, c'est bien d'être mieux référencé et de pouvoir mieux communiquer en disant, voilà, à Tréguier, par exemple, j'ai 3 événements. oui, c'est ça. Je choisis soit d'aller sur le collectif d'artisans d'art, ou alors de faire une visite guidée pour aller rencontrer les artisans, ou alors, encore une fois, d'aller dans le centre de formation, etc. Alors que si la Oui, c'est ville ça. s'inscrit et donc met dans une seule fiche ces 3 événements, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul petit point sur la carte et dans la communication, et c'est au public d'aller lire toute la programmation pour voir ce qu'il y a où, en fait, c'est ça? Exactement. Après, libre à vous de faire ce choix. J'entends que, enfin, je pense que c'est sûr et certain que certains ne font qu'un seul point, même s'il y a 3 événements, et ça, je le comprends. C'est libre à vous de choisir l'un ou l'autre. Pour le coup, on va pas faire la police non plus, mais c'est plus une question de lisibilité et de clarté, effectivement. En fait, quand on inscrit un événement, on remplit l'adresse et il y a vraiment une géolocalisation très précise du point sur la carte. Maintenant, si, enfin, c'est chacun calcule son risque aussi. Si la commune est très très petite et que tout se fait à 3 minutes à pied, bon bah pourquoi pas. Maintenant, ça va dépendre des territoires de chacun. Et ça, je vous laisse tous juges de ce qui sera le plus pertinent pour vous. Et donc, on est d'accord que si Tréguier, par exemple, fait 3 fiches parce que 3 événements distincts et qu'on veut vraiment identifier ces 3 événements, c'est 3 paiements. Oui, c'est ça. Ok. Alors, une autre question. Les événements sont-ils tous recensés sur un même site internet comme pour les JEP, Oui, tout les à Journées fait. du patrimoine, pardon. Le site des Journées européennes des métiers d'art qui s'appelle journéesdesmétiers-d'art.fr. C'est Et vous ça. Et je avez vous... dans l'onglet programme la cartographie, donc qui n'est pas en ligne actuellement puisqu'il n'y a pas d'événement à ce jour, les candidatures n'ont pas ouvertes. Mais dès qu'on commencera à valider des événements, alors j'attends de voir si c'est la semaine prochaine ou celle d'après, le temps que les premières inscriptions se fassent. Mais on affichera du coup la cartographie sur le site et puis à partir de là, ce sera en ligne et ça le restera. En général, ça reste jusqu'à la fin de l'automne en ligne sur le site, ce qui permet aussi d'avoir une visibilité même après coup. C'est vrai que parfois, quand on a des demandes presse ou des choses comme ça, je renvoie souvent moi personnellement sur la carte des GEMA parce que c'est un bon annuaire finalement de choses à trouver près de chez soi de manière assez simple. Donc voilà, ça reste en ligne toute l'année après. Sachant que, petite précision, il y a aussi sur le site internet un onglet de recherche Oui, spécifique petite cité de caractère. C'est-à-dire que si je veux, moi, aller visiter spécifiquement, aller découvrir les artisans d'art des petites cités de caractère, on tape petite cité de caractère, on a toute la liste des événements qui se situent dans les petites cités de caractère.
Donc ça, c'est vrai que c'est assez chouette pour nous. Et juste pour Oui. revenir sur les inscriptions, Et donc là, tout à l'heure, enfin, je reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure, les chiffres, nous, dans nos communes, ce tableau-là. Du coup, ça veut dire que les 643 événements qu'on a référencés, c'est parce qu'il y a eu 643 événements de renseignés sur la cartographie. Et donc, si on transforme ça avec le système de paiement, ça veut dire qu'il y a 543 paiements qui sont faits pour apparaître en tant qu'événement propre, c'est ça? Je sais pas oui. si j'ai bien expliqué ce Oui, que je... oui, c'est ça. Ouais, ça marche. Si, si, bah, Donc, c'est une histoire de lieu, en fait, oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc, potentiellement, on aura peut-être moins d'événements en Oui, du quantité parce coup, qu'on va les de regrouper. manière On les générale, regroupera. Mm. moi, sur la France entière, je m'attends de toute façon à ce qu'on ait moins d'inscriptions ou est-ce que, effectivement, parfois, ce soit un peu regroupé en un seul point. Donc, on aura, soit il faudra faire un travail de décryptage en finesse des événements pour compter le nombre d'événements, soit on aura des chiffres de toute façon moins élevés, ça c'est à peu près sûr. Mais oui, oui, complètement. Et Et une pour dernière... rebondir aussi sur ce que tu disais, pardon, sur la... Effectivement, il y a un filtre en fait sur la carte globale pour n'afficher que les petites cités de caractères, mais il y a aussi, du coup, dans les onglets partenaires du site d'Egema, il y a les petites cités de caractères qui apparaissent. Et du coup, sur cette page partenaire petites cités de caractères, on explique un peu ce que sont, enfin, ce qu'est le réseau petites cités. Et donc en dessous, il y a aussi une petite carte qui est isolée en fait de la carte principale, mais où ne sont affichés que les événements des petites cités. Donc voilà, il y a un peu deux entrées en fait. Si vous voulez vraiment ne voir que vos événements, vous pouvez, ils sont filtrés à cet endroit-là aussi. Et une dernière remarque sur la commune de Bar-sur-Seine. Donc, ils vont concentrer certains artisans sur deux endroits et deux artisans vont ouvrir leurs ateliers. La ville s'occupe du tracé de la D'accord. déambulation pour faire en sorte qu'il y ait ce trait d'union entre toutes les interventions, enfin les intervenants. Il s'agit donc, comme je disais tout à l'heure, pour freiner d'un seul événement, mais Mhm. qui relie plusieurs lieux. Mais ça reste un seul événement dans le sens où on encourage les gens à aller à la découverte des ateliers ou des Oui. artisans qu'on a invités. Donc du coup, enfin c'est la même question que tout à l'heure finalement. Est-ce qu'on considère qu'il s'agit de quatre fiches parce qu'on a deux ateliers ouverts et deux lieux où il y a des collectifs? Ou est-ce qu'on peut, et donc est-ce qu'il faut payer du coup 4 fois 60 euros? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est qu'un seul événement? Et du coup, on mélange tout à l'intérieur. Enfin, je pense que la Mais réponse, c'est encore la une même que tout fois, à l'heure. Voilà. oui, c'est ça, c'est un peu libre à vous, faites le choix qui vous conviendra le mieux. En théorie, le cas d'école, ce serait de faire 2 points pour les deux manifestations collectives, donc 60 euros fois 2, et 2 points pour les pros qui ouvrent les portes d'un atelier, donc 15 euros à chaque fois. Maintenant, si pour X raison, c'est pas faisable pour vous, vous pouvez faire un seul point sur la commune. Mais du coup, encore une fois, c'est un risque de manque de clarté et que vous serez plus à même que moi de calculer, quoi. Mais libre à vous, pour le coup. Même réponse que précédemment. Mais oui, le cas d'école, ce serait de faire 4 points différents. Alors, pour candidater, on rappelle un petit peu la procédure. Donc, juste Oui, rappeler qu'on est vraiment sur une candidature, on n'est pas sur une inscription comme on peut le faire aux Journées européennes du du patrimoine ou aux patrimoine. Journées du patrimoine de pays. Là, c'est vraiment une candidature, c'est-à-dire que normalement, les propositions sont étudiées par l'Institut avant d'être définitivement validées, c'est ça? Là. C'est assez rare, surtout dans votre cas, je pense, dans les petites cités, c'est assez rare de se voir refuser l'inscription. En fait, ça fait quelques années, je crois depuis 2018, qu'il y a ce système de candidature qui est mis en place plutôt qu'une inscription directe, parce que ça nous a permis en fait de faire monter la qualité de l'événement. Comme je l'expliquais tout à l'heure quand on parlait de la définition des métiers d'art, dans l'artisanat d'art, il y a parfois un peu de l'incompréhension sur les plasticiens et les artistes qui n'en font pas partie. Et alors l'artisanat, à l'inverse, c'est moins problématique. En général, c'est rare qu'on ait des plombiers qui s'inscrivent pour autant. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est juste de vérifier que les professionnels sont bien issus des métiers d'art, parce qu'on a parfois quelques petites surprises et que de notre côté, ça nous permet de vraiment être sûr qu'on valorise les personnes pour qui l'événement a été inventé. Et voilà, de jeter un œil à ça. Après, c'est si vous mettez bien en valeur des professionnels des métiers d'art, a priori, il n'y a pas vraiment de raison qu'on vous refuse votre événement. Soyez rassurés là-dessus, mais voilà, c'est vrai qu'on continue ce principe de validation.
qui nous permet de un peu contrôler la qualité globale de l'événement. Puis accessoirement, ça nous permet aussi d'avoir un regard sur la programmation au niveau national pour voir passer les fiches, savoir qui on va un peu mettre en valeur dans les communiqués de presse, dossiers de presse, etc. Donc c'est toujours utile de connaître les personnes inscrites. Voilà. Du coup, pour rappeler la procédure, donc vous avez à l'écran les différents liens. Donc, il y a un Oui, règlement intérieur, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, Lucille, un règlement oui. intérieur qui fixe vraiment les règles. C'est ça. Alors pour le coup, si vous avez des questions pratico-pratiques sur des petites choses précises, tout est dans le règlement. Il est assez long, mais je l'espère très clair. C'est moi qui le reprends tous les ans, donc n'hésitez pas à me dire si c'est incompréhensible. Mais je l'ai mis en ligne là sur le site il y a quelques jours, donc il est trouvable à différents onglets. En fait, vous l'avez en lien, il s'ouvre en PDF sur un autre onglet en plus du site. Et vraiment est tout bien expliqué dedans. Tout est repris sur les conditions de participation, la manière de s'inscrire, le process de validation, etc., etc. Donc ça, vous pouvez le trouver dans l'onglet à propos, mais aussi dans l'onglet candidature et d'autres sûrement aussi. Du coup, pareil pour les éléments de candidature, ce qui va vous être demandé, tout est bien listé dans l'onglet candidature que vous pouvez trouver soit en tapant espace pro, soit candidature. En fait, ça vous amène au même onglet. Quand vous allez sur le site des GEMA, vous pouvez pas vraiment le rater, c'est en haut à droite. Donc là, vous avez vraiment éléments bien listés. Et puis, si besoin d'aide, on a des coordinations régionales avec qui on travaille beaucoup en région, qui vont nous aider sur les territoires et que certains d'entre vous connaissent bien d'ailleurs. Donc, on est souvent sur des partenaires qui sont en chambre de métier de l'artisanat de région, mais on a aussi des conseils régionaux, notamment en Grand Est. D'ailleurs, je crois qu'elles sont présentes aujourd'hui. Du coup, il y a, Oui, voilà, vous avez on la, vous a mis les coordonnées ici. Le support vous sera envoyé, on le mettra en ligne comme chaque année. Donc, voilà, vous avez les référents dans chaque région. Et de la même manière, de toute façon, tous ces contacts se retrouvent sur le site des GEMA. Globalement, pour la moindre question, vous avez tout sur le site des GEMA. Il suffit de farfouiller et puis dans les différents onglets, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et du coup, comme je le disais, les candidatures ouvrent lundi, le 10. Donc dans l'onglet pour candidature ou professionnel ou espace pro, tout ça, c'est plusieurs appellations pour le même espace. Donc voilà, on mettra le lien cliquable pour aller s'inscrire. Pour les rendez-vous d'exception, comme je le disais, on n'est pas sur une candidature, on est sur plutôt un dialogue avec nous à l'Institut directement. Donc, si vous avez un projet en particulier, si vous vous posez la question de savoir si tel événement que vous avez en tête, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend d'un rendez-vous d'exception, vous pouvez nous écrire à cette adresse RDE, donc pour rendez-vous d'exception, @journéedesmétiers-d'art.fr et puis on en discute, on voit ensemble. Voilà, ça c'est un peu à part, mais ça fait pas le cas de beaucoup de candidatures, donc ça sera moins un cas général. Ici, je vous ai remis les dates, donc 10 février, c'est-à-dire lundi, on ouvre les candidatures. Comme on est dans un rétro-planning tout à fait serré et différent des autres éditions, elles seront ouvertes jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'événement. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Néanmoins, si vous souhaitez avoir une chance de figurer dans tout ce qui est communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les communiqués, dossiers de presse, etc., enfin, tout ce qui va être édité en fin février, début mars, ben, le plus tôt sera le mieux. C'est sûr que nous, si on voit des choses dans la programmation intéressantes, on les valorisera sûrement plus que les choses inscrites la veille des GEMA. C'est plutôt logique maintenant. On laissera ouvert jusqu'au bout, donc pas d'inquiétude là-dessus. La seule chose, c'est que si vous vous inscrivez après le début de la semaine, une fois bon, dans la semaine en soi, il y a encore le temps avant le week-end, mais peut-être on sera un peu moins sur les inscriptions, nous, à cette période, pour valider les choses. Donc, je vous enjoins quand même à vous inscrire avant la fin du mois de mars. On mettra en ligne les rendez-vous d'exception le 17 mars parce que ça, comme du coup, il y a assez peu d'événements et que c'est des petits numerus clausus, en fait, on ne les met pas en ligne tout de suite. On l'annonce d'abord justement dans la presse, sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit prêt le jour où on publie. Parce qu'en général, je ne vous cache pas que quand il y a 5 places de visite au Moulin Rouge, ça part très vite. Donc, on met tout en ligne en même temps. Bon, je donne souvent l'exemple du Moulin Rouge parce que voilà, mais il y en a évidemment plein d'autres et dans plein de régions. Voilà. Il y a une petite question qui est arrivée. Jusqu'à quel moment pourra-t-on inscrire les participants pour les événements collectifs?
Alors, j'interprète la question, moi, en me disant si par exemple une commune sait déjà qu'elle fait un événement, qu'elle a déjà des artisans, elle s'inscrit, elle paye. Si entre-temps il y a des artisans qui se sont inscrits, est-ce qu'on peut modifier sa fiche? Tout à fait, très bonne question. Alors, soit vous pouvez enregistrer un brouillon d'événements en attendant de tout bien compléter s'il vous manque des informations, des professionnels, etc. Soit, effectivement, si vous voulez déjà procéder au paiement pour que derrière nous, on traite le paiement, la facture, qu'on valide la fiche, etc. Vous pouvez le faire avec les informations, même si vous n'avez pas tous les professionnels. Et une fois que la fiche est validée, ça c'est valable quel que soit le cas de figure, que vous soyez seul ou 10 ou 100, toutes les fiches, une fois validées par nos soins, peuvent être modifiées. Maintenant, on ne s'attend pas à ce que ce soit des modifications énormes non plus de toute la programmation, sinon, voilà, c'est pas trop l'intérêt de valider. Mais si vous avez des choses de programmation à changer, si vous avez un ou deux pros à ajouter, à enlever, bon, bah, c'est faisable. C'est juste tout le temps de processus de validation, ce sera pas modifiable. Et du coup, Voilà. comment ça se passe si C'est on veut modifier on passe par quel canal pour modifier? Tu repasses par le site d'inscription où tu as déposé ton événement et en fait là où tu peux suivre le statut de la fiche, une fois que qu'elle est validée, il y a un petit bouton modifier, tout simplement. Donc comme sur le site comme quand on candidate en fait. Voilà, faut retourner au même endroit. Nous, on avait noté quelques petits points de vigilance, mais on en a déjà parlé, du coup, du côté amalgame entre Oui, métier d'art et artisanat créatif. C'est vrai que on oui, insiste chaque année et c'est aussi pour ça, comme tu disais tout à l'heure, que vous êtes passé sur le côté candidature. C'est que c'est vraiment une tout à mise en fait. valeur des savoir-faire et des professionnels, du secteur. Donc, voilà, parce que c'est vrai qu'on a parfois des communes qui associent artisanat d'art et artistes, enfin, les artistes, voilà, Ouais, art plastique. voilà, plastique. Donc, c'est pas, les deux sont possibles, mais il faut bien distinguer les deux. Et si une commune, par exemple, organise un événement avec un collectif ou en ouvrant des ateliers, etc., et que parmi les ateliers ou parmi les collectifs, il y a des artistes, je crois que dans la candidature, on va mettre que les artisans d'art et extraire les artistes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, idéalement, il faut même qu'il n'y en ait pas dans la programmation, puisque l'idée, c'est vraiment de valoriser les artisans d'art. Les artistes ont d'autres événements faits pour eux. Maintenant, si vraiment il y en a un qui se balade, bon, ben voilà, mais effectivement, ne le mettez pas sur le site. En fait, on essaye d'expliquer au public ce qu'est l'artisanat d'art. Donc, c'est vrai que si on vient embrouiller le propos en ajoutant des artistes au milieu, non pas que j'ai quelque chose personnellement contre les artistes, loin de là, mais c'est vrai qu'on essaye de faire de la pédagogie. Donc, c'est toujours compliqué quand, au milieu d'un événement, il y a aussi un artiste peintre et je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là comme ça, mais oui, typiquement, l'artiste peintre, c'est un peu l'exemple parfait. En fait, un peintre n'est pas artisan d'art. C'est une pratique artistique d'avoir une galerie et de faire des toiles et de les vendre. Alors que, un peintre en décor qui fait de la restauration, qui fait des imitations faux marbre, faux bois, etc., qui travaille vraiment les pigments, les solvants, là, ça, c'est un savoir-faire métier d'art. C'est pour ça que je vous dis, des fois, la liste est bien utile pour ce genre de petites distinctions. Ouais. Et Ouais, ça n'empêche accessoirement, pas. pour Pardon, juste pour compléter, pour bonne information, il y a parfois, il faut se méfier parce qu'il y a parfois des artisans d'art qui se considèrent eux-mêmes comme plasticiens, qui vont se définir comme artistes alors qu'ils ont les savoir-faire d'un artisan d'art, mais juste que c'est pas comme ça que eux décident de s'appeler. Et en termes de statut également, on peut pas se fier seulement à si l'artisan d'art est inscrit par exemple à la Chambre des métiers parce qu'ils peuvent avoir un statut d'artiste-auteur, ils peuvent être inscrits à la Maison des artistes sans pour autant enlever le fait qu'ils ont un savoir-faire de métier d'art. Vous voyez, donc c'est toujours un peu compliqué, mais dans ces cas-là, si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à nous écrire à la boîte contact et puis nous, on regarde, on vous répond sans problème. Pour le coup, c'est aussi à ça qu'on sert, et même à l'année d'ailleurs, même en dehors des journées européennes des métiers d'art, mais on peut avoir cet œil un peu expert de vous dire oui ou non, cette personne est considérée comme artisan d'art. Voilà. Et le deuxième petit point qu'on avait noté, c'est que c'est vrai que dans les petits secrétariats, j'en ai parlé au début, il y a un vrai enjeu pour nous sur tous les métiers qui sont liés à la restauration du patrimoine, parce que c'est avant tout ce dont nous avons besoin pour restaurer notre patrimoine. Et ces journées-là sont l'occasion en fait de travailler là-dessus. Alors c'est vrai qu'en région, on a commencé à travers le partenariat avec l'Institut à mobiliser en fait, enfin à travailler sur des programmes d'action
vraiment en territoire. Ça a donné lieu depuis peu à quelques conventions de collaboration, enfin, de partenariat avec des chambres de métiers notamment. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, en Grand Est, c'est ce qu'on marque ici, mais c'est le cas aussi en Bretagne et en Pays de la Loire aujourd'hui. Il y a tout un travail qui est fait entre le réseau Petite Cité de Caractère et les chambres de métiers, ou les régions d'ailleurs, pour identifier justement tous ces artisans-là, qui soient liés à la restauration du patrimoine ou pas. Et le fait d'aller à leur rencontre les sensibilise aussi au fait, comme tu disais, qu'ils appartiennent au métier d'art finalement. Un charpentier, quand on lui apprend qu'il est artisan d'art et qu'il peut se faire inscrire, il ne le sait pas forcément. Et du coup, ça leur permet aussi après, par la suite, de participer aux Journées européennes des métiers d'art, aussi pour faire découvrir leur métier, comme je disais tout à l'heure, sur le volet de la transmission, c'est hyper important. Voilà, pour avoir localement en fait des artisans qui peuvent intervenir sur nos patrimoines. Euh, voilà, donc je ne sais pas s'il y a une question encore. Oui, c'est juste une petite précision pour se dire que les référents métiers d'art dans les chambres de métiers sont là aussi pour accompagner. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas s'ils C'est sont dans vrai. la liste là, mais effectivement, on travaille beaucoup en région avec les chambres de métiers directement. C'est souvent les relais de l'Institut d'ailleurs sur le sujet de ces journées. Oui, complètement. Complètement. Voilà. Alors, on a une fiche technique, nous, qu'on réalise chaque année. Alors là, malheureusement, je ne vous ai pas mis le lien parce qu'on n'a pas encore tout à fait la mise à jour du fait de la réorganisation de l'événement par l'Institut. Donc, on va mettre à jour rapidement cette fiche-là qui sera en ligne sur le site internet comme d'habitude avec le replay donc, de ce webinaire-là. Qui résume ce qu'on vient de se dire là, mais au moins vous avez tout d'inscrit. Et puis j'en profite pour vous donner le contact surtout de Lucille, parce que petite nouveauté aussi, c'est que c'est l'Institut directement cette année qui prend la main sur vraiment la validation de toutes les fiches, alors que précédemment, il y avait un relais d'abord en région euh, des candidatures. Je ne sais pas si tu peux te dire Oui, un petit mot oui, là-dessus. oui, complètement. Précédemment, donc nos coordinateurs et coordinatrices régionaux, dont vous aviez les contacts là il y a quelques slides, faisaient une étape de présélection en région qui était fort utile et puis même pour eux d'avoir un regard sur ce qui se passait dans leur région. Mais c'est vrai que là, au vu des délais, on s'est dit qu'on allait simplifier et leur enlever ce temps en fait qui est très chronophage aussi. Donc on s'est dit qu'on allait à l'essentiel et qu'on allait voilà, valider directement au niveau national, ce qui ne les empêchera pas évidemment de regarder qui est validé pour faire de la communication, mais voilà, qu'ils aient effectivement plutôt le temps de se concentrer sur de la communication régionale que sur la validation présélection, qui au final, enfin, c'est très bien quand on a le temps, mais là, cette année, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un peu particulier. Donc voilà, on a fait à l'essentiel. Voilà, donc les coordonnées de Lucille qui sont aussi sur le site de l'Institut, j'imagine. Et puis voilà, juste pour vous dire que, comme je vous disais, vous retrouverez tout normalement sur notre site internet d'ici quelques temps. Je ne sais pas si Tout vous à fait. avez encore des questions, j'en vois plus pour l'instant. Peut-être un mot pour vous dire que si il vous restait des questions ou si vous avez des professionnels dans vos villes qui se posent aussi des questions, je refais un webinaire seul cette fois, mais voilà, à destination de tous et pas seulement les petites cités de caractère, mercredi prochain, le 12 à 9 heures du matin, et qui sera enregistré également et dont le replay sera mis en ligne sur le site. Donc voilà, s'il y a d'autres questions pour des cas plus généraux, hors petite cité, il ne faut pas hésiter non plus à relayer cette information. Voilà, Ouais, eh bien, je vois plus de questions-réponses, donc je pense que tout est clair pour tout le parfait. monde. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et puis on espère vous retrouver à l'occasion des GEMA donc très bientôt. Merci à Oui. tous. Merci beaucoup, bonne journée. Dernière question. Non, juste merci. Bonne journée à tous. Super. Au revoir.